Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Le monde n'en finit pas d'être dans un tourbillon de machines à laver. Chaque jour apporte son lot de surprises et de folies, souvent de l'autre côté de l'Atlantique, où pour une seconde fois, le président des États-Unis se compare ou se prend pour Jésus ou est assisté par Jésus, ce qui contribue un peu au chaos mondial. En tout cas, nous avons la chance à nouveau de recevoir Jacques Sapir, qui nous a... Bonjour. Bonjour Jacques, merci d'être là sur Fréquence Populaire. Tu nous as gratifié hier, puisque nous enregistrons le 16 avril aujourd'hui cet entretien. Tu nous as gratifié le 15 avril d'un article que vous pouvez lire sur notre portail numérique fpop.media en renseignant juste un email, et tout est gratuit et sans publicité. À nouveau un très bel article sur les conséquences de la guerre en Iran, mais pas seulement. Et là, c'est plutôt un angle que tu as pris sur la Russie et sur la réorientation, disons, du pivot russe, si on peut dire, vers l'Asie, en particulier dans ses exportations d'hydrocarbures, ses relations stratégiques et le décorrèlement, finalement, quasi complet de l'Europe, qui elle-même souhaite ne plus acheter ni pétrole ni gaz russe d'ici 2027. Arrêtes-tu dans cet article, tu en mesures les conséquences, et on va en parler ici, mais aussi on va parler de la suite de ce conflit, et qui devient de moins en moins clair à comprendre. Alors, je te pose une première question, Jacques. Visiblement, les États-Unis ont lancé quelque chose d'original, c'est un blocus d'un blocus, un blocus du détroit d'Ormuz qui va toucher les navires iraniens, en tout cas les navires que les Iraniens laissent passer, en particulier les navires chinois. Est-ce possible? Quelles en seront les conséquences? Mais également remise en place bientôt des sanctions, ou fin des levées des sanctions sur les ventes de pétrole russe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est complètement incohérent par rapport à ce qui est pendant les 7 premières semaines de ce conflit. Alors, oui et non. Tout d'abord, sur la question du blocus du blocus, comme on l'appelle, mais c'est un petit peu plus complexe. En fait, ce que font les États-Unis, ça consiste à bloquer tout navire qui naviguerait selon leurs critères illégalement dans le Golfe. Voilà. Par exemple, en transportant des cargaisons de pétrole ou de gaz iranien, voire de produits chimiques iraniens, etc. Bien. Après, ça pose la question de savoir, d'abord, sous quel pavillon va naviguer ce bateau, et surtout, à qui appartient-il, et à qui appartient la cargaison naturellement. Alors, pour l'instant, il semble bien que soient concernés des bateaux qui naviguent sous pavillon de complaisance. Par exemple, on a vu des navires qui sont immatriculés au Malawi, pas connus, enfin bon, c'est typiquement un pavillon de complaisance, bien, qui transportaient des cargaisons qui venaient d'Iran et qui ont été bloquées par la marine américaine. Alors, il faut savoir que la marine américaine ne bloque pas au niveau du détroit, elle bloque en amont ou en aval, ça dépend dans quel sens on se passe par rapport au détroit. Et là, on est en présence de ce qu'on appelle traditionnellement, en manière maritime, un blocus à distance. C'est ce que font les États-Unis, de manière justement à ne pas s'avancer trop dans le détroit, parce que plus ils s'avancent dans le détroit, plus leurs navires deviennent vulnérables. Bien. Nous ne savons pas encore pour l'instant quelle sera la réaction de la Chine. Est-ce que la Chine va chercher à escorter les navires qui transportent des cargaisons pour son compte, mais qui sont immatriculés hors de Chine? Ou fera-t-elle de l'arraisonnement d'un navire chinois immatriculé en Chine l'équivalent d'un casus belli, ou en tous les cas d'un cas d'affrontement? Bien, ça, nous ne le savons pas encore. Deuxième point,
Évidemment, la raison d'être de ce blocus consiste à couper les vivres au régime de Téhéran, qui jusqu'à maintenant exportait toujours du pétrole, du gaz, des produits chimiques, bien, et qui, d'une certaine manière, se faisait plus d'argent qu'avant-guerre. Bah, ça, c'est normal, compte tenu de la hausse des prix. Mais ce que l'on a appris avant-hier, c'est que Téhéran a mis sur pied une capacité de sortie par voie de terre de son pétrole et de son gaz. Je dis bien par voie de terre. Alors, par où passe-t-il? En partie par l'Irak et vers la Turquie, ou par l'Irak et vers la Syrie et les ports syriens. Donc ça, c'est essentiellement un transport qui se fait par camion, par camion, et il semble qu'ils aient mobilisé plusieurs centaines de camions. Mais il y a aussi un problème parce que l'Iran dispose maintenant d'une voie de chemin de fer qui part vers l'est, qui va vers l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc. Cette voie de chemin de fer a été construite avec de l'argent chinois. Elle fait partie de ce qu'on appelle les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, et elle vient se connecter avec le fameux corridor nord-sud, qui lui est une création de la Russie. Enfin, quand je dis une création, c'est un projet sur lequel ont travaillé de commun, Russes, Iraniens et Indiens. Des capitaux privés indiens financent à peu près un tiers de ce corridor. Donc voilà, il y a toujours cette capacité Et ce chemin de l'Iran. non? Alors ce chemin de fer, en fait, il vient d'être ouvert. Les premiers trains ont circulé, je crois, en décembre 2025. Au moment où ils ont circulé, il y avait un train par semaine, mais on peut évidemment faire rouler beaucoup plus de trains, hein. Bon, ça c'est... Troisième point, il semble aussi que l'Iran sorte du pétrole et du gaz via des barges de la mer Caspienne. C'est-à-dire, il fait remonter par camion, voire par gazoduc et oléoduc, le pétrole jusqu'à la côte iranienne de la mer Caspienne, et de là, ça part vers la Russie, essentiellement. Une petite partie semble partir aussi à travers l'Arménie, à travers plutôt l'Azerbaïdjan, puis l'Arménie semble partir vers la Turquie. Donc ça veut dire que ce blocus est très loin d'être étanche. Oui, bien sûr, il va coûter cher à l'Iran, mais compte tenu de ce qui continue de sortir d'Iran par ces différentes voies, eh bien, il faudra au minimum plusieurs mois pour commencer à affaiblir l'Iran, surtout compte tenu des réserves que l'Iran a pu faire au mois de mars et au début du mois d'avril. Donc on en est là. Personne n'a besoin de se presser. Les Iraniens peuvent attendre. Visiblement, ils peuvent attendre plusieurs mois. Les Chinois seraient peut-être plus pressés là-dessus parce que, évidemment, une grande partie du pétrole qui venait vers eux, et il faut rappeler que l'Iran fournissait 20% de la consommation chinoise. Donc, probablement, il ne doit plus y avoir, à travers les différentes routes, que 4 à 5% qui arrivent en Chine. Donc là, oui, la Chine commence à avoir un problème, et tout va dépendre de comment va-t-elle réagir. Il faut savoir que la diplomatie chinoise, hein, les réactions de la Chine sont à la fois très prudentes. Par exemple, le bruit qui avait circulé comme quoi la Chine avait d'emblée mis en garde militairement les Américains, c'est faux.
C'est faux, on a vérifié, il n'y a jamais eu de déclaration de ce type. Mais, Pas leur genre. alors la Chine a exprimé, oui, tout à fait, c'est pas du tout leur genre. Donc, la Chine a exprimé son mécontentement. On sent que la teneur des déclarations commence à monter en puissance. Et il faut savoir que quand la Chine se décide à faire acte d'autorité et preuve d'autorité, elle le fait massivement. Grosso modo, c'est pas le style des Chinois d'y aller à la petite pincette, voire même à la petite cuillère. Ils iront plutôt à la louche, voire au seau. C'est l'inverse de Donald Il faut Trump savoir. qui braille beaucoup et ne fait pas toujours beaucoup. Tout à fait. Les Chinois, d'une certaine manière, appliquent la vieille doctrine Monroe, parler doucement et s'avancer avec un gros bâton. Bon, donc on en est là, mais je ne pense pas que la Chine ait besoin de sortir de son calme actuel avant 2 ou 3 semaines, sauf si elle veut marquer un coup politique. Hein, euh, ça c'est évident. Mais disons, elle n'a pas besoin économiquement de réagir brutalement avant 3 semaines, peut-être 4 semaines, ce qui veut dire qu'elle peut se donner le temps d'envisager toutes les options, de parler avec tout le monde, parce que très clairement, la Chine parle avec tout le monde. Il y avait, il y a 2 jours, une délégation des Émirats arabes unis à Pékin, ce qui montre d'ailleurs que les Émirats arabes unis sont intéressés à parler avec la Chine. Cette délégation a demandé à la Chine de rompre son alliance avec l'Iran, et il lui a été assez sèchement répondu qu'un pays étranger n'avait pas à faire la politique extérieure de la Chine. Bien. Donc, on en est là. Et donc, la situation... Voilà. Ça n'a pas été dit parce que les Chinois sont polis. Ils ne font pas remarquer les défauts des gens, mais ils en tiennent compte, évidemment. Et on peut penser que la situation actuelle va se prolonger pendant encore plusieurs semaines, en 2, 3 semaines, sans qu'il y ait, je dirais, de changement. Après, ce qui peut changer, c'est évidemment la rupture de la trêve. Et on sait que là, maintenant, la trêve commence à arriver vers sa fin. Alors, visiblement, personne n'a envie de rompre la trêve, donc elle pourrait être reconduite par, je dirais, tacite reconduction, hein, sans chose officielle. On voit néanmoins que des 2 côtés, on se prépare à une nouvelle escalade militaire. Les États-Unis agitant la menace d'un débarquement aéronaval sur quelques îles du Golfe, et non pas l'île de Karg, mais en réalité les îles qui sont directement sur le détroit d'Ormuz, hein, à côté du rail secondaire qui passe au nord du détroit, et que les Iraniens, eux, menacent implicitement, et même plus qu'implicitement, ils l'ont dit explicitement, le détroit de Bab el-Mandeb. Qui est en fait via les outils, ce qui reviendrait là à recréer un point de blocage. Et c'est que, disons, la menace est quand même prise au sérieux par les Américains, puisque le nouveau porte-avions qui vient de la côte Est, qui normalement aurait dû traverser la Méditerranée, passer par le canal de Suez. George Bush Voilà. qui est parti une dizaine de jours de Norfolk. Tout à fait. Eh ben, ce porte-avions, il va passer par le détroit de Bonne-Espérance et il va remonter. Bon, ça fait du temps en plus. Mais très clairement, les États-Unis n'ont pas trop envie de passer directement sous le feu des canons, des missiles des Houthis. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Et ça, Enfin, voilà. Jacques, je sais, donc merci pour ce cadrage. Mais quel est le rationnel du côté américain? Parce que pendant longtemps, les Américains ont levé les sanctions, enfin temporairement sur la Russie, sur l'Iran, même l'Iran, pour justement qu'il y ait du pétrole qui circule.
afin de contrôler un peu les prix. Là, si ce blocage qu'ils mettent en place fonctionne, nécessairement les prix vont partir encore plus à la hausse. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans leurs actions? Alors, oui, il y en a une, clairement. Par ailleurs, c'est probablement la première chose intelligente qu'ils ont faite depuis le début de la guerre, cette histoire du blocus. Il faut le dire, parce que là, pour le coup, on entre dans le dur, et pour les Iraniens, et pour eux. Bon. Maintenant, il y a peut-être une raison, c'est le fait que Trump a les yeux rivés sur les indices. Et effectivement, les indices, par exemple le Brent ou le WTI, ont un petit peu baissé. On est actuellement autour de 91 à 95 $. Le problème, c'est qu'en réalité, et ça, est-ce qu'on le lui a dit, est-ce qu'on le lui a pas dit, ça, je n'en sais rien. Je suis pas dans le bureau ovale. Ces indices ne valent rien désormais. L'écart entre le prix indiciaire et le prix réel du pétrole est de 35 à 50 $. Le pétrole aujourd'hui se vend entre 120 et 130 $ dans la réalité. Il se vend même encore plus cher dans l'Atlantique. Il y a du Brent qui s'est vendu à 141 $, donc ça c'est un point important, et il se vend par moment à des prix extravagants. Par exemple, il y a 3 jours, il y a eu une cargaison de pétrole qui a été vendue au Sri Lanka à 286 $ le baril. Ce qui est un signe de désespoir évident de la part des acheteurs sri-lankais. Bien. J'avais entendu, pour ma part, 210 à Singapour. Alors là, c'est même 286. C'est très important pour que les gens, 286. si les gens, nos auditeurs comprennent, c'est ce que tu as écrit dans les articles, dans le 3e article. C'est le différentiel complet, la déconnexion entre le prix marché, donc ce que peut voir, je sais pas, si on va sur Boursorama ou n'importe quel site, on a le prix du Brent, et l'achat concret là du baril avec le pétrole physique. Et là, il y a un décalage comme Tout ça. à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important, en sachant que ce décalage qui a toujours existé, il y a toujours eu un petit décalage entre le prix moyen de marché et le prix réel, ou ce qu'on appelle parfois le pétrole papier et le pétrole réel. Bon, ce décalage pouvait être de 1 à 2 $ avant-guerre. Et à partir du 15 mars, il a commencé à s'ouvrir. Et actuellement, il atteint à peu près, alors ça dépend des jours, au plus bas, il tombe à 35 $, au plus haut, il monte à 50 $, ce qui veut dire que on a un prix papier qui est de l'ordre de 91-95 $ et un prix réel qui est entre 141 et 145 $. On signale par ailleurs que les primes que payent les acheteurs, je dis bien les primes acheteurs, pour obtenir du pétrole, ont commencé à monter de manière considérable. Par exemple, le pétrole russe qui est vendu aux raffineries indiennes, il est vendu avec désormais une prime de 16 $. Je dis bien de 16 $. Donc, ça veut dire que on a un prix papier du pétrole russe de l'Oural qui est autour de 120 $. On a un prix réel qui est de l'ordre de 140 $, en réalité 140, 145. Et sur ce prix réel, il y a une prime de 16 $. Ce qui veut dire qu'on serait en réalité autour de 160 $ le baril pour certaines livraisons. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça reflète 2 choses. La première, c'est un manque de bateaux,
parce qu'une partie des pétroliers continue d'être bloqués dans le détroit d'Ormuz. Hein. Enfin, ils sont bloqués. Justement, ils sont bloqués à l'ouest du détroit d'Ormuz, puisqu'ils ne peuvent pas passer. Le détroit d'Ormuz, les armateurs ne veulent pas prendre le risque parce qu'ils sont plus assurés. Bon, donc il y a un manque de bateaux, et évidemment, les quelques bateaux qui continuent de circuler, on les regarde non pas avec les yeux de Chimène, mais avec les yeux d'Harpagon, parce que ça coûte très cher. Bien. Et puis, il y a une autre raison qui est quand même extrêmement importante, c'est la qualité du pétrole. Et tous les gens qui ne connaissent pas ce marché, je dirais tous les détails du marché du pétrole, ont tendance à considérer que le pétrole est un bien homogène. Hein, que quand tu achètes du pétrole, tu achètes partout la même chose. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il y a des pétroles qui sont, je dirais, plus favorables au raffinage de carburant, comme le super sans plomb, etc. Bon, ça c'est essentiellement les pétroles que l'on trouve plutôt dans le bassin atlantique et un petit peu en Extrême-Orient. Et puis on a des pétroles qui sont des pétroles lourds ou semi-lourds. Et de ce point de vue-là, le pétrole russe, l'Urals, hein, parce que le Sokol, justement, fait partie des pétroles légers, mais l'Urals est un pétrole dit semi-lourd, contenant du soufre, qui est absolument parfait pour la pétrochimie. Il est moins intéressant, par exemple, qu'un pétrole du Nigeria ou du Gabon, quand il s'agit de faire du carburant, oui, mais il est absolument parfait pour faire de la pétrochimie, et par ailleurs, on peut aussi faire du carburant avec sans gros problème. Donc, tout ceci explique pourquoi, alors que avant-guerre, le Brent valait plus cher que le pétrole russe, que l'Urals. Depuis que on est face à cette pénurie en pétrole du Moyen-Orient, l'Urals est devenu plus cher que le Brent. Et actuellement, il y a au niveau papier un décalage d'environ 15 à 20 dollars entre l'Urals et le Brent, qui doit se retrouver sur le prix du pétrole réel. Et donc, ça veut dire que si on vend du Brent autour de 140 dollars, on doit vendre l'Urals en réalité autour de 160, voire 165 dollars. Mais donc les dégâts que tu as identifiés très clairement sur l'économie mondiale sont déjà là. D'ailleurs, avant-hier, c'est le le directeur de l'Agence internationale de l'énergie qui a déclaré que, selon lui, c'était une crise pire que 1973 et 2022 cumulés, et que les effets allaient seulement maintenant commencer à se faire sentir, puisque, en gros, les arrivé et que c'est maintenant que les effets les plus violents vont se faire connaître. Encore une fois, ce blocage du blocage ces prix réels à l'achat vont aggraver la crise. Alors qu'il semble pas qu'il y ait une sortie là pour le moment. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, effectivement, le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie indique que cette crise sera plus importante que les plus importantes crises que l'on ait connues. C'est vrai, mais je dirais qu'elle sera surtout très différente, parce que l'usage du pétrole est en fait devenu plus important aujourd'hui, enfin dans les années 2020, qu'il ne l'était dans les années 1970, début des années 1980. Bon, on le sait. Bon, et c'est essentiellement à travers les usages multiples en pétrochimie, voire en chimie faite à partir du gaz, parce que une grosse partie de la chimie se fait aussi à partir du gaz. Et il faut savoir que cette pétrochimie,
elle est surtout intéressée par tout ce que un pétrolier normal appelle des impuretés dans le pétrole. Hein. Et c'est justement ça qui intéresse les pétrochimistes. Donc, on va être confronté certainement à une crise pénurique d'un point de vue des carburants. Et je signale que pour l'instant, le point essentiel, c'est moins le diesel ou le 95 sans plomb, dont pourtant le prix a monté. Hein. Et il faut savoir que si on est avec des prix néanmoins relativement faibles en Europe, c'est parce que nous sommes en train de vider nos réserves stratégiques. Et que ces réserves stratégiques, elles seront vidées au début du mois de mai. Globalement, vers le 6 ou le 10 mai, il n'y aura plus rien dans les réserves, et donc il faudra effectivement s'adapter au prix réel. Bon, ça c'est un premier point. Donc, à mi-mai, en France, on est à 0. Hein, en réserve stratégique. On est quasiment à zéro. Alors je suppose qu'on va garder un petit minimum, hein, parce que aucun gouvernement ne peut être fou au point de vider la totalité de ses réserves stratégiques. Bon, ça c'est une évidence. Mais on sera à un niveau qui ne permettra plus d'engager les réserves stratégiques dans la consommation. Bon, voilà, ça il faut le savoir. Il y a un problème véritable sur le kérosène. Le prix du kérosène a été augmenté de 50%. Mais néanmoins, ça ne suffit pas parce que les différentes compagnies ont de plus en plus de mal à trouver du kérosène sur le marché. Et donc, là, il va y avoir un véritable problème. Je rappelle que au partir de juin, juillet, on est normalement avec une augmentation extrêmement importante du trafic aérien. Bah oui, les vacances, les gens partent en vacances et en règle générale, ils partent en vacances en avion. Bon. Si on n'a plus de kérosène, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, il y a des choses qui maintenant deviennent tout à fait évidentes. Par ailleurs, on voit déjà toute une série de conséquences sur la pétrochimie, et en particulier sur les engrais. Je prends rien qu'en France. En France, l'ensemencement pour le maïs a baissé par rapport à l'année dernière. Parce que ça veut dire très simplement que les paysans, comme ils ne vont pas trouver tous les engrais dont ils ont besoin, ils préfèrent réduire les capacités de maïs. On sait qu'il y a eu un basculement du maïs vers le soja aux États-Unis. États-Unis où le prix de l'urée, qui sert d'indicateur pour le prix des engrais, le prix de l'urée sur le marché de la Nouvelle-Orléans a dépassé les $720. Je rappelle qu'on était avant-guerre à $350. Donc ça veut dire qu'il a plus que doublé. Et on sait aussi que le soja n'est pas un substitut total au maïs. Oui, on peut en partie faire des choses avec le soja qui sont faites par le maïs. Le soja, néanmoins, c'est essentiellement une nourriture pour les animaux. Bien. Je passe sur le soja alimentaire qui est très utilisé en Asie, mais bon, c'est pas les quantités principales, hein, loin de là. Et donc, on a là aussi un véritable problème. Et puis, quand on regarde au niveau des constructeurs d'automobiles, c'est un petit peu la panique parce que ils ne peuvent se procurer de l'aluminium qu'avec des hausses de prix de l'ordre de 30-35% en un mois. Et ça, c'est la disparition de l'offre d'aluminium qui venait du Golfe. Hein. C'est cette offre d'aluminium qui représente entre 20 et 25% de la production mondiale. Et donc voilà, il commence à y avoir des effets extrêmement importants sur l'ensemble de l'économie. Ces effets, et je le répète depuis plusieurs semaines, ils se manifestent d'abord en Asie, et en Asie occidentale, hein, c'est-à-dire dans la partie d'Asie qui est couverte par l'océan Indien,
Mais maintenant, ils commencent à la fois à se déplacer vers la partie plus orientale de l'Asie. Le fait, par exemple, que des pays comme le Vietnam ont été très touchés, etc., que le Japon, par exemple, s'est précipité pour signer un accord avec la Russie pour obtenir de l'aluminium. Ils ont négocié avec Rusal, la grande entreprise historique de production d'aluminium russe. Bon, mais aussi, cette fois-ci, la crise est en train de se déplacer vers l'Ouest et elle commence effectivement à toucher les pays d'Europe occidentale et les États-Unis. Bon, alors, on voit comment le processus est en marche. Moi, je répète ce que je dis depuis maintenant plusieurs semaines. Nous ne connaîtrons la réalité de la crise, enfin, l'impact vraiment important, qu'à partir de fin juin ou de cet été. Ça, c'est très clair. Mais pour l'instant, toutes les choses sont en train de se dérouler comme nous les avions prévues. Alors, je ne dis pas moi personnellement, ni mes collègues de l'Institut de prévision de l'économie. Tous les économistes un peu sérieux qui travaillent sur cette question ont tous dit, pour l'instant, le monde occidental a l'illusion que rien de grave véritablement ne se passe. Et c'est une illusion qui est d'abord liée à un décalage temporel. C'est pas nous qui sommes touchés les premiers. Nous serons touchés parce qu'un effet de pénurie, évidemment, finit par s'étendre sur l'ensemble des consommateurs. Mais nous sommes aussi, enfin, nous vivons aussi dans cette illusion parce que tout le monde regarde, et je pense que c'est le cas pour les États-Unis, tout le monde regarde les indicateurs prix papier. Bon, alors avant c'était parfaitement logique de le faire, hein, puisque je rappelle, avant la guerre, entre le prix papier et le prix réel, il y avait 1 à 2 dollars de différence, c'est-à-dire quasiment rien, hein, c'était absolument négligeable. Maintenant, nous avons entre 34 et 50 dollars de différence, et là, ça devient très, 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 très sérieux. Bon, après, il faut savoir quand est-ce que les gouvernements se décideront à regarder les choses en face, mais malheureusement, tout, tout ce que j'ai dit depuis la première décade de mars. Mon premier papier, il a été publié, si je me souviens bien, vers le 10 mars. Bon, tout ce que je dis depuis cette époque est en train de se dérouler. À la fois, nous sommes passés d'un scénario de guerre courte à un scénario de guerre longue avec des pénuries qui vont être engendrées maintenant essentiellement par les destructions et beaucoup moins par l'effet de blocus. Bon, donc ce qui veut dire que quand bien même le blocus disparaîtrait, ben on serait toujours dans la même situation. Et puis deuxièmement, les effets de crise économique, ils commencent à se déployer, à se développer pour l'ensemble des pays. Certains sont plus touchés que d'autres, oui, ça c'était prévu, mais ils vont se déployer progressivement partout. Et je signale par exemple que compte tenu du poids du tourisme dans une économie comme la France, hein, je rappelle que la France est une grande économie touristique. Nous avons pratiquement 100 millions de touristes par an. Bon, sur ces 100 millions de touristes, il doit y en avoir probablement 50 à 70 millions qui viennent par avion en France. Si on a des prix des billets qui augmentent de 50%, voire si on a simplement des annulations de vols, parce que si la compagnie n'a pas trouvé assez de kérosène, elle ne pourra pas faire voler un avion. C'est pas en disant ah ben oui mais je vous avais acheté du kérosène au futur il y a 2 mois. Vous n'êtes pas capable de le livrer? Ben oui, on n'est pas capable de le livrer. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, ce que tu fais, tu réduis ton nombre de vols. Voilà. Et tu fais des priorités. Bon, donc il n'est pas du tout à exclure. Oui, il n'est pas du tout à exclure qu'on se retrouve avec une baisse du nombre de touristes d'environ 25 millions, et en particulier une baisse des touristes à haut revenu,
par exemple les touristes qui sont en Asie. Bon. Et donc, il faudra voir qu'est-ce que ça coûtera à l'économie française. Parce que ça va avoir un impact sur le secteur touristique absolument évident. Bon, comme on dit, on se rappelle la fameuse formule de Jacques Chirac, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Bien, mais nous sommes dans une situation qui devient de plus en plus inquiétante et où on ne pourra avoir une confirmation je dirais, des hypothèses que nous avons faites sur la contraction du PIB et la hausse des prix, etc. On ne pourra avoir de confirmation probablement qu'au début de l'été. Pour l'instant, on va rester purement dans de la prévision, etc. Je précise qu'il y a quand même une chose qui est extrêmement inquiétante, c'est le fait que l'indicateur de hausse des prix synthétique que calcule l'INSEE a fait un bond depuis la mi-mars. Alors, c'est un indicateur qui est calculé de manière hebdomadaire. Il a fait un bond tout à fait impressionnant, puisqu'on est passé d'une hausse des prix moyenne qui était de l'ordre de 1,5-1,6% en un mois à peu près, à une hausse des prix de plus de 2%. Et si on regarde la courbe, on est sur une montée quasiment verticale depuis la semaine dernière. Donc oui, ça commence à devenir franchement inquiétant. J'ai un collègue qui, lui, annonce 6 à 7% d'inflation à la fin de l'année. Bon, est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera un peu moins? Je n'en sais absolument pas. Si tu veux, je peux pas dire non, vous verrez, nous ne dépasserons pas 4 voire 5%. Je peux pas le dire aujourd'hui. Je pense que c'est néanmoins plus probable, mais je ne peux pas l'affirmer de manière sûre. Donc, il est clair que nous sommes rentrés dans cette période de crise et que nous y rentrons les yeux absolument fermés. Et comme le disait Jacques Chirac, qui nous a légué un autre célèbre dicton, quand les merdes volent, c'est un escadrille. Donc on va recevoir tout d'un coup, évidemment, comme tu dis, à partir du début de l'été. Et c'est vrai qu'on a une classe politique qui est toujours les pieds pris dans le ciment de la crise politique française, qui a une assemblée qui ne fonctionne pas. En fait, qui est dysfonctionnel totalement, et des politiques qui s'occupent de la peinture du fuselage des avions, plutôt que de savoir si le moteur va fonctionner ou s'il y a des munitions dans l'appareil. Donc, c'est mal parti. Alors, ce qui est intéressant et que tu nous révèles dans l'article qui a été publié donc hier 15 avril, hier soir, sur Fpop.media, bien c'est que tout cela évidemment profite, profite à la Russie considérablement, et que ça accélère peut-être sûrement la construction des BRICS, mais ça c'est un autre sujet, mais ça accélère le pivot vers l'Asie de la Russie. Et il y a une information que tu nous as donnée qui est passée complètement sous le radar, c'est la décision très récente de Chine de financer Power of Siberia 2. Donc c'est ce immense gazoduc qui irait de Yamal au nord, ouest de la Russie, le gisement de l'Arctique, jusqu'à la Chine. Il y a actuellement Power of Siberia 1. Tu nous apprends que ce premier gazoduc délivre beaucoup plus de gaz que ce qui n'était indiqué au début, et que si Power of Siberia 2 délivre ce qui est promis, il restera 0 pour l'Europe. Ah oui, tout à fait. Et donc, voilà. Quelles sont les conséquences pour l'Europe? J'ai l'impression que pour la Russie, in fine, ça change pas grand-chose, puisqu'elle a des acheteurs sur le marché mondial. Oui, absolument. Absolument. Elle ne sanctionne pas. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bon, elle a des acheteurs. Elle vend, par exemple, actuellement, du gaz liquéfié à l'Inde.
Elle en vend évidemment à la Chine, ça ne pose pas de problème, parce que outre ce que fournit le gazoduc Power of Siberia 1, bon, il y a les navires, les méthaniers qui amènent du gaz à la Chine, qui amènent du gaz à la Corée, qui est vendeuse et bon, qui amènent du gaz à l'Inde, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, le gaz naturel liquéfié est absolument nécessaire pour les petits réchauds dont on se sert dans les villages indiens pour faire la cuisine. Et s'il n'y a pas assez de gaz liquéfié, eh ben, les Indiens ils doivent rester chez eux. Donc voilà, ou alors ils recommencent à brûler la végétation, ce qui pose d'énormes problèmes. Bon, donc les Indiens visiblement ont décidé d'acheter non seulement du pétrole, mais ils achètent du gaz liquéfié. Et aujourd'hui, on voit bien les limites en réalité pour la Russie. Alors, il faut savoir que déjà, sur 4 semaines d'affilée, les revenus d'exportation de la Russie ont plus que doublé. Ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit. Bien, comme on sait que la partie qui va aux impôts est plus que proportionnelle, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un mécanisme où ils prennent en impôt de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'un prix du pétrole ou du gaz qui est déterminé sur le, si tu veux, quand on fait le budget. Et actuellement, je crois que, alors c'est pas le prix d'équilibre par rapport au budget, c'est autre chose. C'est une question fiscale, mais c'est un prix qui se situe autour de 35-40 $. Bon, où là, il y a le bénéfice des entreprises. Alors évidemment, quand on se retrouve avec un pétrole qui est vendu à 120 $, je pense que l'État doit très largement écrêter la rente. Donc, en réalité, l'impact sur le budget est bien plus important que l'impact sur le commerce extérieur. Mais sur le commerce extérieur, il a déjà doublé. Bon, tout ceci pour dire que c'est en train d'aller plutôt bien de ce point de vue-là. Non, la véritable contrainte pour la Russie, c'est le manque de moyens de sortir ce pétrole et ce gaz. Elle manque de méthaniers. Elle manque de méthaniers, et c'est pour ça que Gazprom avait décidé de relancer la question du grand gazoduc vers la Chine, donc de Power of Siberia number 2, et là, les Chinois ont dit, ouais, bon, ça va, on a compris ce qui se passe, on est prêt à payer, et il n'y a pas de problème. Alors oui, effectivement, les quantités seront énormes. En 2019, quand Power of Siberia number 1 commençait à bien fonctionner, on était à 22 milliards de mètres cubes par an. Là, c'est par an. Donc 22 milliards. Et on considérait que on ne devait pas être loin des capacités du gazoduc. En tout cas, c'est ce que nous disaient les Russes. Ouais, oui, on est encore un peu en deçà, mais on commence à s'approcher. Bon, d'accord. Vous devez avoir une capacité de l'ordre de 25 à 28 milliards. On apprend en 2023 qu'ils sont montés à 38 milliards. Donc, ça veut dire qu'ils nous ont baladé de plus de 50%. Bien. Et ce qu'ils prévoient Pourquoi dans Power of Siberia, je suppose parce qu'ils ont considéré que c'était des chiffres stratégiques. Là, comme de toutes les manières, les exportations de gaz sont considérées comme stratégiques par la Russie, ils disent ce qu'ils veulent bien dire. Bon. Et là, ils ont dit, non, vous voyez, c'était pas 22 milliards, on était à 38 milliards. Bien. Ce qu'ils disent désormais, alors ça c'est le ministre de l'énergie qui l'a dit dans un interview dans un journal russe, c'est que Power of Siberia number 2, il pourrait aller de 50 à
88 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il ferait entre 1,5 fois et plus de 2 fois la capacité de Power of Siberia No. 1. Là, ça commence à devenir extrêmement important. Et donc, effectivement, on avait fait des calculs dans les années 2016-2017, en particulier avec les gens de Total, dont je signale qu'ils sont bien informés en règle générale, parce qu'ils restent un des propriétaires de Novatek, la société qui est devenue la numéro 1 du gaz naturel liquéfié en Russie. Bon. Et on rappelle que Pouyanné, il n'a pas tout lâché. On se souvient dès 2022, il luttait même dans les médias en essayant d'expliquer que ils vont pas tout cramer bêtement. Ben oui, c'est assez logique. L'investissement de Total est important. Alors, il n'est pas gigantesque non plus, mais il est important. Hein. On est, je crois, à 5 ou 6, peut-être 7 milliards de dollars dans le gisement de Yamal. Bon, ok. Et ce qu'on avait calculé, c'était est-ce que la Russie pourrait fournir à la fois l'Asie et l'Europe? Puisqu'à l'époque, la fourniture de gaz à l'Europe, ça représentait quelque chose de très important, mais les Russes avaient déjà pris la décision de commencer à basculer vers l'Asie. Et l'idée, c'était que, non, en fait, au bout d'un certain point, plus les Russes vont monter en livraison de Total à la Chine et à l'Asie, et moins il en restera pour l'Europe. Bon, là, si on regarde ces chiffres qui voudraient dire qu'au total, on pourrait monter jusqu'à peu près à 130-135 milliards de mètres cubes, il n'y a plus rien pour l'Europe. Il y a plus rien. Et là, d'une certaine manière, c'est même pas une décision politique. C'est une décision technique. Bon, donc ça c'est un problème que pose évidemment le gazoduc. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la question du gazoduc. Et ce qui était aussi extrêmement important, c'est de voir que donc Novatek, qui produit du gaz essentiellement sur le gisement de Yamal, Novatek, qui commence à s'énerver parce qu'elle trouve que on produit pas assez de méthanier en Russie, a décidé de créer son propre chantier naval. Alors c'est au-delà d'un simple chantier naval, parce que ça devrait être une société d'ingénierie faisant un petit peu de tout, mais avec une grosse dimension navale. Et là, elle aurait commandé 14 méthaniers et 21 pétroliers, alors qui ont toute cette particularité d'être ce qu'on appelle des navires arctiques classe 7. Classe 7, c'est-à-dire qu'ils sont capables de fracturer une banquise de 2 mètres d'épaisseur. Donc, ils peuvent opérer sans les immenses brise-glaces atomiques dont la Russie dispose. Ils peuvent opérer pendant à peu près 8 mois de l'année. Et pour les 4 derniers mois, là, ils auront besoin probablement de ces énormes brise-glaces. Mais le fait que ces méthaniers vont pouvoir, travailler normalement pendant 8 mois, peut-être plus, de l'année, évidemment, ça apporte une capacité à la Russie de fournir du gaz, cette fois-ci sous forme liquide, à toute une série de pays qui ne seront pas connectés au gazoduc. Je signale que par ailleurs, on commence à se dire que peut-être que les Chinois vont développer leur propre usine de compression à Dairen, l'ex-Port Arthur, hein, puisque c'est là que doit arriver le gazoduc, et qu'ils pourraient liquéfier du gaz obtenu par gazoduc pour le vendre eux-mêmes aux pays qui voudraient bien. Bon, c'est une possibilité qui est clairement ouverte. Mais donc, ça veut dire que la Russie joue à la fois
sur le côté naval, donc le gaz liquéfié, et sur le côté terrestre par gazoduc. Et ça se comprend parce que le côté terrestre, le gazoduc est moins cher. Il faut le dire tout de suite, hein, ça coûte beaucoup moins cher d'exporter du gaz ou de transporter du gaz par gazoduc, mais c'est moins flexible. Parce que le gazoduc, une fois qu'il est fixé sur une destination, ben, on ne peut pas la changer. Bon. Un bateau, c'est beaucoup plus flexible. Vous aviez décidé de vendre une cargaison au Japon, vous avez la Corée qui vous en propose plus, vous revendez ou plutôt l'acheteur japonais accepte de revendre cette cargaison à la Corée, il fait un bénéfice et avec ça il va racheter du gaz. Bon. Ce qu'on fait pour le pétrole, hein. Il faut savoir qu'une cargaison de pétrole, elle change parfois 4 ou 5 fois de main entre le port où on l'a chargé et le port où on la décharge. Bon, c'est grosso modo la même chose qu'on peut faire avec du gaz naturel liquéfié. Mais évidemment, le GNL est beaucoup plus vulnérable, sauf si vous contrôlez les mers. C'est toujours le risque d'être confronté à des tentatives de blocus. Et les Chinois commencent à regarder de très près ce qui se passe dans le détroit de Malacca. Pour dire, si jamais les États-Unis mettaient leur nez là-dedans, ça nous embêterait, sauf si nous contrôlons la mer de Chine du Sud, la Russie va contrôler évidemment l'océan Arctique, parce qu'il y a très peu de marines, même les États-Unis ne sont pas au niveau là-dessus, qui savent opérer militairement sous la banquise. Ça, il faut savoir, c'est un des points forts qui reste à la marine russe, c'est cette connaissance, cette compétence en contrôle des mers arctiques. Bien. Eh ben, on va faire en sorte pour pouvoir combiner. Oui, pardon. De toute façon, c'est pour la Russie qui, sur la route nord arctique, l'accès est sans gêne pour la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam. Les États-Unis peuvent difficilement peser et le détroit de Malacca me semble être Tout à fait. entre deux pays briques, entre la Malaisie et l'Indonésie. Oui, alors le problème, c'est qu'il y a Singapour. Il y a Singapour qui de facto contrôle largement le détroit de Malacca. Donc, il va falloir trouver des formes diplomatiques qui permettraient d'exclure un basculement complètement pro-américain de Singapour. Bien, on va voir ce qui va se faire dans cette région-là, mais très clairement, on voit que la combinaison Chine-Russie va dominer tout ce qui est à l'est du détroit de Malacca. Tout ce qui est à l'est du détroit de Malacca, donc évidemment la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, etc. Et la Chine, naturellement. Bon, aussi, après les pays enclavés, hein, comme le Laos. Bon, tout ceci va être sous le contrôle du duopole Chine-Russie. La question du détroit de Malacca, je dois dire, pose un véritable problème, mais dans ce problème, on joue à 2 contre 1. Le fait que la Malaisie veuille absolument rentrer dans les BRICS, et qu'elle y rentrera très clairement, que l'Indonésie soit déjà rentrée dans les BRICS, les bonnes relations qu'entretient Monsieur Prabowo Subianto, le président indonésien, avec et Poutine et Xi, tout cela permet de dire que en réalité, la capacité des États-Unis à, je dirais, bloquer les flux sur le détroit de Malacca, ne serait-ce que par Singapour interposé,
semble assez difficile. Pour l'Europe, dans l'article que tu as écrit, alors j'imagine que les gens comme Glucksmann, Madame Kaja Kallas ou Madame von der Leyen trouvent ça absolument formidable et c'est bénéfique, mais euh, comment ça fonctionne l'économie européenne s'il n'y a plus rien qui vient de Russie et que le Golfe est durablement touché? Et pieds et poings liés. Pour l'instant, ça fonctionne plus. Oui, tout à fait, mais pour l'instant, ça fonctionne plus. Parce que c'est très bien ce que dit Trump. Dit Trump, vous ne trouvez plus de gaz, venez en acheter aux États-Unis. Oui. Sauf que, pour l'instant, les capacités des États-Unis sont insuffisantes. Alors, bien sûr, on va dire, avec la très forte hausse des prix du gaz, on peut penser que l'exploration du gaz de schiste va être relancée. D'accord. Sauf que, même si c'est plus rapide que de relancer la production du gaz normal, pour le gaz de schiste, il faut quand même compter 1 an et demi. Donc, comment on fait? Par ailleurs, le gaz de schiste, c'est du gaz qu'on fait passer de la forme gazeuse à la forme liquide à Houston ou dans un port quelconque du Golfe des Amériques, comme dit désormais Trump. Bon, on l'envoie par bateau au travers de l'Atlantique et on le déliquéfie dans les ports européens. Ça coûte cher. Donc de toutes les manières, ça veut dire que on va avoir un gaz qui coûtera probablement de 30 à 40% plus cher que si on avait obtenu du gaz russe. Mais je répète, je pense qu'on a laissé passer l'occasion et que désormais, la Russie va très probablement basculer complètement vers l'Asie. Les professionnels commencent à s'en rendre compte et à dire à leur gouvernement, écoutez, il faut changer de politique. Il faut regarder la déclaration qu'a faite lundi, je crois, le PDG d'Eni, la grande compagnie, la compagnie historique italienne, qui d'ailleurs est moins spécialisée en pétrole qu'en gaz, puisque tu sais, le sigle d'Eni, c'est le petit dragon à 8 pattes qui crache du gaz. C'est Super Corte Maggiore. Bon. Oui, il dit il faut négocier avec la Russie. Maintenant, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qu'a dit il y a 3 semaines de ça, d'ailleurs. Je signale. Lui, il avait fait une bonne anticipation, le Premier ministre belge, qui a dit aussi, mais il faut reprendre contact avec la Russie. Ça me fait pas plaisir, mais je constate que c'est la seule chose qui nous reste à faire. Bon. Et plus on va retarder là-dessus, parce que je pense qu'à la fin des fins, on va décider de parler avec la Russie, mais ce qui risque de se passer, c'est que la Russie nous dit, oui, d'accord, mais nous, on n'a plus rien à vendre. On n'a plus rien à vendre parce que d'abord, nos capacités sont pas indéfiniment extensibles. Et puis on a passé des accords avec d'autres pays, avec la Chine, avec l'Inde, puisque maintenant la Russie, elle vend à la fois du gaz et du pétrole. Elle vend plus de pétrole. C'est intéressant. Elle vend plus de pétrole à l'Inde qu'à la Chine. Parce que la Chine, elle a diversifié, ce qui est tout à fait logique, ce qui est une bonne stratégie, ses approvisionnements, mais ça veut dire que, admettons, que l'Iran ne soit plus en mesure de livrer une partie de son pétrole, eh bien, la Russie peut se substituer à l'Iran à tout moment. Et donc, on voit bien que là, la Russie peut être la variable d'ajustement de l'Asie, donc en comptant à la fois la Chine, l'Inde, la Malaisie, le Japon, la Corée, etc. Bon, oui, mais elle ne peut pas faire à la fois ce rôle et fournir l'Europe. Ça, c'est clair.
Ou alors il faudrait que les Européens investissent massivement de manière à créer de nouvelles capacités de production en Russie. Mais ça, c'est une autre histoire, hein, et on n'y est pas encore, et de loin. Bon. Donc voilà, d'une certaine manière, nous allons nous retrouver un petit peu le bec dans l'eau, parce qu'on n'aura pas pris la réaction, on n'aura pas pris le tournant assez vite. Tout ça pour ça. Ouais. Oui, c'est un peu angoissant parce que ceux qui vont reprendre les commandes du pays en 2027 vont se retrouver dans une situation complexe au regard des approvisionnements. Et, est-ce que tu envisages la possibilité pour un rapport ancien qu'avait la France avec Chateaubriand, avec Jules Ferry, avec De Gaulle, avec la Russie, ou c'est quelque chose qui est maintenant trop compliqué? Oui, alors on peut toujours penser à ça. Bon, d'abord, je te rassure tout de suite, quelqu'un qui est nouvellement élu, il a une manière très simple, c'est de faire porter la totalité des erreurs sur les épaules de son prédécesseur. Donc, quel que soit le président qui sera élu en 2017, la première chose qu'il dira, tout ça c'est la faute à Monsieur Macron, qui n'a pas su gérer, qui a été incompétent en politique étrangère, etc., etc. Bon, qu'on le croit ou pas, hein, qu'on se dise, t'as pas travaillé avec Macron un petit peu avant? Enfin bon, Voilà, sauf si c'est mais Gabriel Attal et c'est Edouard un Philippe. discours Mais bon, qui est... Oui, 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 ça sera peut-être un peu plus dur à faire passer si c'est Édouard Philippe, mais bon, clairement, c'est ce qu'il dira. Puis il dira: «Ah ben moi, j'avais quitté le pouvoir déjà, depuis trop longtemps, avec moi c'était bien, mais moi parti, il a fait n'importe quoi». Bon, OK, ça c'est pas un problème. Non, le véritable problème, c'est comment, se remettre dans des logiques de long terme, en sachant d'ailleurs que la France, même si elle a besoin de pétrole et de gaz, ne serait-ce que pour faire fonctionner des industries, elle en a moins besoin que d'autres pays parce que nous avons le nucléaire. Et effectivement, là, il faut mais commencer à lancer dès maintenant la construction de nouvelles centrales nucléaires. Bon, ça c'est clair. Et il faut le faire très vite, hein. Compte tenu en fait du délai qu'il faut pour qu'une centrale nucléaire devienne opérationnelle, il faut qu'on le fasse en fait dès maintenant. Bon, ça c'est un premier point. Et puis effectivement, comme il restera toujours une base de pétrole et de gaz dont on aura besoin, dont notre industrie chimique aura besoin, il faudra d'ailleurs reconstruire une partie de l'industrie chimique, très clairement. On a trop délocalisé de raffineries. Et il faut en relocaliser un certain nombre. Bon, ben oui, il faudra aboutir à des accords multilatéraux qui permettrait à ce moment-là à la France de mieux répartir, je dirais, le nombre de ses fournisseurs. Et ça veut dire évidemment reprendre contact avec la Russie. Mais je signale que les premiers contacts qui avaient été pris avec la Russie sur la question pétrolière, avant même d'être gazière, puisque la Russie a commencé à parvendre du pétrole aux pays européens, ça avait été pris en pleine guerre froide. Les premiers oléoducs, on parlait même pas encore de gazoducs, on parlait d'oléoducs à l'époque, ils avaient fait l'objet d'une tentative de pression et de chantage des États-Unis, qui avaient voulu interdire à des entreprises européennes de vendre du matériel nécessaire pour faire ces oléoducs. Et je me rappelle en particulier, il y a une entreprise norvégienne qui a fait un magnifique bras d'honneur. Je crois que c'était Reagan à l'époque, qui lui a dit non mais ça va pas la tête. Nous on fait du commerce avec la Russie, avec l'Union soviétique. Hein, c'est même pas la Russie, c'est l'Union soviétique. Bon, donc il n'y a pas de raison que, quel que soit d'une certaine manière, les points
point de conflit. Comme s'il n'y avait pas de point de conflit en 1978. Hein. Bon, c'est un peu, c'est un peu exagéré. Bien, mais il faudra reprendre contact avec la Russie. Il faudra voir si elle a envie. Bon, ben merci Jacques. Oui, tout à fait. Merci Jacques pour toutes ces précisions et ces révélations très intéressantes qui me permettent de voir les orientations que vont avoir la géopolitique européenne et mondiale. Tu parlais de réindustrialisation et de relocalisation. J'en profite pour dire que tu as signé une pétition, enfin une tribune co-signée avec des gens de gauche, de droite, des gens un peu étranges. Hein. Il y a Gattaz au milieu, bon. Mais il y a Montebourg, Polony, divers industriels, Borloo, Lioncy, Attaf, toi-même, Jean-Charles Ourcade, enfin un certain nombre de signataires pour demander un référendum. Ce serait bien, ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait. 21 ans maintenant, presque 21 ans, pour réindustrialiser le pays et mettre des clauses de protection des entreprises stratégiques dans notre constitution et pas se laisser tout piquer et tout vendre comme ça a été le cas avec ce président, entre autres choses. Et c'est pas le seul. Je signale, et ça peut être un point intéressant à apporter au débat, que le Fonds monétaire international, qui était très libre-échangiste jusqu'à maintenant, vient de changer sa position. Et il reconnaît que dans certaines circonstances, le protectionnisme peut apporter des résultats. Mais il faut savoir que, bon, le Fonds monétaire international, le FMI, il est un petit peu long à la détente, mais il y a toujours de la vie sur cette planète. On l'avait vu en 2004, quand ils avaient reconnu que le contrôle des changes et le contrôle des capitaux pouvaient être utiles. Ils l'ont dit dans une note d'état-major, enfin, ce qu'on appelle une staff note du FMI, c'est un statut dans les notes que publie le Fonds monétaire international. Ils avaient dit, oui, effectivement, on reconnaît que le contrôle des capitaux peut être, dans certains cas, utile. Bon, ils avaient pris des précautions, mais ils avaient dit ça peut être utile. Et là, maintenant, presque 20 ans après, ils viennent de faire la même chose avec le protectionnisme. Donc, eux avancent. Bon, ils avancent très lentement, hein, c'est un petit peu des escargots, mais c'est des escargots qui avancent, alors que en France et globalement en Europe, les politiques, ils continuent de faire la danse du canard sans tête. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, et il n'y a rien à en attendre. Bon, voilà. Je dis simplement ça, mais j'en suis au point. Bon, quand je regarde en arrière, je me dis, mais où en sommes-nous arrivés? Mais j'en suis au point de faire la réclame pour le Fonds monétaire international. Mais eux, au moins, ils ont compris. Vous n'avez toujours pas compris. Mais eux, au moins, ils ont compris. J'avoue qu'il y a un certain piquant là. C'est sûr. Hein, ça montre combien les autres sont englués dans leur vieille lune. Je tiens à préciser quand même, certains de nos auditeurs ne le sauraient pas, que tu es aussi un grand prévisionniste. Tu as prévu beaucoup des choses et j'arrive pas à me souvenir d'erreurs dans tes prévisions, ni de mauvaise orientation de ce que tu proposais. Donc, bon, à terme, de toute façon, vu comment est emmanchée cette Union européenne, va falloir tout casser et refaire autre chose, et en particulier la monnaie, puisque bon, avec cette monnaie européenne, ça participe de la glu généralisée dans laquelle on est. Je vais terminer cet entretien en citant la fin de cet article que je vous invite à aller lire, comme les autres, sur
fpop.media, encore une fois, un email, c'est gratuit. Puis pour ceux qui veulent nous aider, eh bien, vous pouvez nous aider en faisant un don. C'est défiscalisé à hauteur de 66% pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Au fait, la pétition dont nous parlons, la tribune sur la réindustrialisation de la France, vous l'aurez également sous cette vidéo. Vous pouvez la co-signer. On est déjà, je crois qu'il y a 5000 signataires déjà en 24 heures. C'est pas mal. Ça montre que le sujet intéresse. Et donc, la tribune de Jacques se termine par nous allons vivre des temps intéressants, en référence à une célèbre malédiction chinoise qui souhaite à ses ennemis de vivre des temps intéressants. Et donc, rajoute le président du conseil d'administration de Rosneft, donc c'est une grande entreprise d'hydrocarbures. L'ancien, c'est l'ancien, c'est l'ancien président et il est actuellement le directeur de l'école d'économie de Moscou. Voilà, donc il disait, nous allons vivre des temps intéressants, hein, mais je préfère pour ma part les vivre assis sur une grosse bulle de gaz et de pétrole. Voilà, ce qui est le cas de la Russie et un petit peu moins le cas pour nous. J'espère qu'on aura avec une bonne grosse bulle de nucléaire, voilà, pour compenser. Bon, merci beaucoup Jacques. Merci à tous. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Et également à toi, Jacques, encore une fois, merci. Et merci pour tous ces développements. Merci beaucoup, Georges.